Bonjour et bienvenue sur le plateau de Scène Libre, une émission consacrée à l'actualité littéraire et à la scène contemporaine actuelle. Nous vous proposons aujourd'hui une émission qui met en lumière la poésie comme territoire, un territoire de mots, de corps, mais aussi de genres, qui déborde sur les frontières des uns et des autres. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Garin pour son livre Des tueries et un film, paru aux éditions Le Sabot en 2023. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Des tueries et un film, c'est le titre de votre poème dramatique et documentaire aux éditions Le Sabot. Dans la collection au titre très étonnant, Le Sbeul, vous abordez le texte comme un objet polymorphe qui valorise l'expérience et le regard du spectateur, et vous abordez la complexité de nos réalités contemporaines en révélant au grand jour les zones cachées du territoire de la création. Du territoire à l'espace, il n'y a qu'un pas, comme en témoigne déjà le titre percutant du premier livre d'Alix Leral, Faut-il des murs pour faire une maison, publié aux éditions Chênes. Bonjour Alix. Bonjour. Vous nous parlerez de votre livre qui se situe à la croisée de chemin entre récit et poésie. Et bienvenue aussi également à nos deux chroniqueuses, Géraldine Serbourdin, qui est notre autrice, et Romy, qui est étudiante en lettres, pour nous accompagner dans cette belle émission. Je vous propose de débuter avec vous, Fanny. Vous êtes autrice, dramaturge et comédienne, et vous dirigez également la revue de poésie Territoire Saurien avec Julia Lepert. Le livre que vous nous présentez aujourd'hui a été des idées coup de cœur du comité Le Plongeoir. Vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet ? La genèse de ce projet, ça fait déjà assez longtemps que, il y a toute une temporalité un peu différente entre l'écriture et l'édition. Du coup, ce texte, j'en ai écrit la majeure partie il y a 6 ans. Donc pour penser à la jeunesse, c'est un peu lointain. Mais il me semble que j'avais envie d'écrire quelque chose en lien avec l'écologie, une pièce de théâtre en lien avec l'écologie, que je ne savais pas du tout par où entrer. Et j'écoutais à ce moment-là beaucoup le journal breton de Inès Léraud. C'est une émission sur France Culture. Et il y a eu un épisode de ce journal breton qui était sur un abattoir. Et là, je pense que c'est les corps, ça m'intéresse beaucoup. Et donc le fait d'avoir des employés de l'abattoir qui parlaient de leur corps au travail, ça m'a... Là, je me suis dit, j'ai une entrée. Et puis il y a un texte assez connu pour ceux qui font du théâtre, c'est Sainte-Jeanne des abattoirs de Brecht, et qui est une parabole du capitalisme, mais en 1929. Et donc je me suis dit que j'allais aussi partir de cette figure-là de Sainte-Jeanne des abattoirs. Et voilà, et ensuite j'ai navigué et le texte est apparu. Bonjour Fanny. Ce qui frappe au premier coup d'œil, ou en tout cas à la première lecture, c'est pour nous, lectrices et lecteurs, c'est que tout est un peu brouillé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on lit du théâtre, de la poésie, un scénario de film. On ne sait pas si les gens sont imaginaires. Même les dédicaces, on en arrive à ce que les frontières soient brouillées et pour les personnages et pour les situations. Sauf que la situation est claire. Il s'agit d'un abattoir en grève et que c'est un texte engagé que vous écrivez. Et donc complètement hybride. Alors plus on entre dans la lecture, plus après la déstabilisation, l'inconfort, au contraire, il y a une espèce de plaisir qu'on éprouve à avoir différentes sources en fait de possibles. Tiens, on est dans un film, tiens, c'est plutôt une écriture de la poésie, tiens, c'est du récit. Là, c'est plutôt quelque chose de très engagé et politique. Comment vous avez réussi, parce que c'est en termes de réussite en fait, comment vous avez réussi avec un texte aussi hybride à ne pas perdre le lecteur et la lectrice? Moi, je ne sais pas si je le perds ou pas. Si je perds ou pas la lecteur ou la lectrice. En fait, comment j'ai construit voilà. Par matériaux. Je pense, quand j'écris du théâtre, j'écris aussi des romans et de la poésie, mais le théâtre, je fais beaucoup de recherches sur Internet. Et donc, ça passe par regarder des vidéos YouTube, regarder des articles de journaux, regarder un peu la télé. Et puis, j'avais ce point de départ aussi de la radio. Donc à la base, il y avait peut-être plusieurs matériaux que je pouvais utiliser. Et ensuite, c'est aussi dans la création des personnages que ça va se jouer, dans le sens où il y a eu un personnage de réalisateur d'abord, mais qui s'est transformé en réalisatrice, qui est apparu. Et donc, parce que c'était un personnage qui réalisait des films, il y a eu un film. Et ensuite, il y a le personnage d'une auteure qui est apparu,
mais parce que j'avais besoin de... Cette matière m'était devenue un peu étrangère, et j'ai eu besoin de peut-être m'en rapprocher. Voilà, mais ça a mis pas mal de temps. Enfin, j'ai pas eu... les 2 gros morceaux du texte, je les ai écrits à un moment. Après, 6 mois plus tard, j'ai réussi à trouver d'autres, un tissu, quoi, peut-être. Oui, c'est ça. Mais ça met du temps. Parce qu'on sent effectivement qu'il y a l'hybride, il y a des greffes de différents genres littéraires, quoi, et qui font quand même sens au fur et à mesure de la lecture, ce qui est quand même un défi. Et sens aussi dans le sens de l'engagement d'un texte qui est éminemment politique, en fait, sur la maltraitance humaine et sur la maltraitance animale. Vous faites un parallèle quand même assez radical. Vous pouvez développer un petit peu comment vous avez travaillé ce parallèle ? Je pense que le rapport à la souffrance humaine, elle était finalement par le documentaire, enfin, en me renseignant, en écoutant des voix, en lisant, c'était assez facile. Après, il fallait faire un texte, créer une choralité, voilà. Mais ensuite, pour les animaux, ça m'a plus posé question. Je ne savais pas vraiment du tout comment... J'avais envie, à un moment, je me suis dit, j'avais envie qu'il soit là. Je me suis un peu posé des questions, comment un animal peut être sur scène, quelle bonne place on peut leur donner, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut vraiment penser à un théâtre avec des animaux, et finalement j'ai trouvé une place pour eux, mais qui est que de l'ordre de la chaîne de la chaîne dans un abattoir finalement, vu que c'est une liste de noms d'animaux où il y a une vache, un veau. Je crois que Romy, c'était un aspect qui t'a intéressé. Oui, les voix d'animaux morts vivants, là, dans la première partie. Moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une lecture très déstabilisante pour ma part, très intrigante, avec cette hybridité. D'ailleurs, pourquoi vous avez fait le choix d'intégrer un scénario à ce récit fictionnel ? Et donc, dans la première partie qui est polyphonique, vous précisez qu'il va s'agir de voix humaines et d'animaux morts et vivants. Et avant l'intervention des voix humaines, on a une description d'un quotidien d'êtres humains, mais qui est relié par la voix d'animaux. Donc on a l'impression que les humains sont mis à l'écart, que c'est la conscience animale qui prime. À quel moment exactement ? Dans la première partie. Pardon. Au tout début. Tout début. Dans la toute première page, c'est ça ? Oui. Oui. En parallèle. Premier morceau. Voix humaine, animaux vivants et morts. Voix humaine, animaux vivants et morts. Peut-être, moi je vais rebondir sur une question, peut-être pendant ce temps-là, vous pourrez réfléchir. À quel moment, dans votre processus d'écriture, vous avez pensé le livre dès le début ou par chance vous avez tenté chez un éditeur ? Enfin, ça s'est passé comment le livre est arrivé, le texte est arrivé au livre et non à la scène ? Enfin voilà, quelle a été la suite, enfin le chemin du texte En fait, je l'ai pensé d'abord pour le théâtre. Enfin, pour moi, c'est un texte de théâtre. Après, j'avais mis poème dramatique et documentaire. C'est aussi pour assumer l'hybridité, parce qu'en général, si j'en l'envoie à des comités de lecture de théâtre, ils vont dire c'est pas du théâtre. Alors du coup, je m'étais dit bon, annonçons que ça n'est pas complètement du théâtre en utilisant ce mot de poème. Et après, en fait, j'avais quand même eu l'idée de faire une partition en même temps que le texte ait autant un potentiel scénique qu'un potentiel littéraire. Et que en fait finalement que le texte littéraire puisse devenir complètement de la scène, mais du coup j'ai l'impression, pour moi, si ce texte était mis en scène, il pourrait complètement y avoir une suppression de certaines didascalies remplacée par quelque chose de scénique, mais qu'en même temps ça peut se lire. J'ai essayé de faire en sorte que ça se lise sans la scène aussi. Est-ce qu'il a été joué, justement, il a été porté à la scène, le texte et comment il a juste été mis en scène sous la forme d'une performance, avec des musiciens, des danseurs et une espèce d'improvisation. C'était un groupe d'improvisation qui faisait de la musique, de la danse ensemble. Et il y avait aussi des étudiants qui faisaient une lecture du texte. Mais c'était vraiment très expérimental dans un conservatoire. C'est par le comité de lecture du Plongeoir
qui avait sélectionné ce texte et qui ensuite a esquissé, créé une forme. C'était assez rigolo. Oui, parce qu'il a la particularité, justement, c'est que c'est un texte matériau, en fait. Un matériau qui peut être exploité pour l'oralité, pour dire en termes de poèmes, pour lire. Les didascalies, elles sont à lire autant que indication scénique en tant que telle, quoi. Hein, elles appartiennent au poème. Donc c'est un texte vraiment matériau. En ça, je trouve qu'il est éminemment contemporain, quoi. Éminemment, on s'en sert. Est-ce que vous avez une place dans le processus éditorial avec votre éditeur? Est-ce que vous avez eu un travail, une réflexion sur l'agencement Pas vraiment, ça c'était à peu près tel que je l'avais créé sur mon document Word. Et puis après, le Sabot, en fait, c'est un collectif. Alors du coup, j'ai travaillé avec une des écrivaines qui avait été publiée quelques mois plus tôt. Et on a réfléchi, on a subtilisé, tiré quelques petits fils. On a travaillé à brouiller légèrement plus les pistes. Voilà. Pourquoi ce choix justement de brouiller les pistes? Vous dédiez votre livre à une réalisatrice qui n'existe pas, d'après mes recherches. Pourquoi cette mystification fictionnelle, justement? Alors là, c'était une proposition justement de la personne avec qui j'ai fait le travail éditorial, qui elle a, je sais pas pourquoi ça, mais elle aimait bien, je crois, que ça soit vraiment brouillé, et donc elle m'a amenée à brouiller encore plus enfin, c'est... Je sais pas, j'aime bien le mystère, après, peut-être un peu trop parfois. Oui, parce que c'est un texte qui est bien engagé, donc on s'y attend à des sources qui sont confirmées, qui sont fiables, et on se retrouve avec des sources qui sont fictionnelles. Bah oui, mais en fait, ouais, bien sûr, c'est un peu... Après, même en faisant la dédicace là, pour les personnes de l'université, j'ai mis les personnages plus ou moins imaginaires. Et je me suis rendu compte qu'un personnage est imaginaire de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a certains personnages de cette pièce qui sont imaginaires. Après, c'est aussi... cette réalisatrice, elle est aussi dans une forme de folie. Elle parle à des gens qui ne sont pas forcément là. Et il y a une forme de contamination dans tout le texte aussi. Une contamination dans tout le sec de ce... Oui, ce que je veux dire aussi, c'est vrai que ce brouillage-là, il est assez jubilatoire quand même. Hein. On n'est pas perdu dans le sens où c'est au contraire. Je veux dire, ça, encore une fois, ça nous convoque à des endroits à chaque fois différents au fur et à mesure de la lecture. Donc c'est problématisant, mais dans le bon sens, justement. Ça nous questionne, ça interroge la littérature, ça l'interroge comme matériau, ça interroge le sens aussi extrêmement engagé du propos, quoi. Il y a un vrai propos. C'est vrai qu'après, peut-être que tous les matériaux qu'on trouve sur Internet, on ne sait pas forcément s'ils sont de sources sûres. Du coup, il y a différentes manières d'accéder à l'information. Et donc, finalement, des fois, on lit quelque chose et c'est faux. Et donc, du coup, quelque chose de faux peut être plus vrai. Enfin, je sais pas. Tout à fait. Ça relativise, effectivement. Enfin, c'est un vrai questionnement quoi, sur les sources, sur l'aspect documentaire ou l'aspect fictif. C'est un vrai questionnement, mais pas un questionnement théorique. C'est-à-dire qu'on le traverse la lecture en se questionnant en permanence. C'est peut-être ça le propre de la littérature. Moi, j'avais juste une question annexe ou pas vraiment. C'est donc cette collection qui est la collection du Sbeul. Est-ce que vous pouvez nous donner la signification? Est-ce qu'il y en a une? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, alors là, il y a deux collections au Sabot. Il y a le Sum et le Sbeul. et du coup, le Sum, c'est quand on a le Sum, qu'on est énervé, qu'on est triste, un peu. On est dégoûté. Le dégoût, c'est un peu ça le dégoût. Et le Sbeul, c'est le bazar un peu. Et du coup, c'est la collection plus de poésie, de forme un peu hybride. Il y a des nouvelles aussi. Expérimentation littéraire? Ouais, c'est plutôt poésie à la base, mais après, je pense que c'est aussi un petit pied de nez à la littérature en tant que chose très sérieuse. Et du coup, c'est la collection du Sbeul. En tout cas, c'est un très bel objet livre. Oui. Vraiment trop... Et aussi, c'est plus sur votre carrière, mais vous dirigez une revue de poésie j'ai plus maintenant. Plus maintenant? Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. C'était lequel?
Territoire sans rien, ça s'appelle. Ça a 4 numéros, D'accord. 3 PDF et un papier. Et le papier c'était trop de travail. Ah, je comprends. Bon, bah alors on va parler un peu de poésie maintenant. Je vous propose justement de découvrir une vidéo qui s'appelle « Filer hors du silence la violence », écrit et lu par l'étudiante Camille Tonnerre, qui n'est pas sans faire écho à votre poésie, Alix. Écoutons-la. Voici que faire danser les lettres et leur graphisme m'amène à raconter comment faire voler la violence par filer le silence. Filer les lettres entre elles, comme filer la laine au fuseau. Leur faire sentir le poids qui les tire ensemble vers le bas. Les manier pour solidifier le fil, le lier qui les unit. Ainsi le silence file et hop, le vol reprend. C'est le mouvement de la vie. Pour entendre, et ça peut paraître absurde, je l'accorde, il est possible de prendre une feuille et un stylo pour suivre le trajet de ce lier, imagé. La violence vole l'envie de voler. Il suffirait simplement d'enlever le « i ». Mais non, tout part de lui. C'est un point libre. Le « i » relie d'un pic, d'un « hic » le « v » et le « o », d'un volcan d'où jaillit une pierre. Sort alors le point. Ici, le « i » propulse la roche. D'un côté, elle choque le « v » de la vie, ricoche et tombe inévitablement. Vois-tu sa propulsion et son plongeon qui éclaboussent de lave et liquide. Chaude, tout le reste du mot. Vois-tu dans ce creux la profondeur du V, la profondeur de la vie. Elle empêche la roche de sortir de nouveau. Si seules ces deux lettres étaient, le mouvement se répéterait jusqu'à les noyer. Mais par chance, voici que l'eau est de l'autre côté. Le i propulse la roche, choque le haut et rebondit. La roche chaude est refroidie par l'eau, le cercle ne peut être pénétré. La roche glisse sur l'eau et fait le tour de haut. Des boucles à répétition accélèrent l'objet. À répétition, accélère l'objet. Il tourne en rond jusqu'à trouver une brèche pour s'échapper. La petite boucle du haut propulse alors en rond comme une flèche dans les airs du L. Mais c'est une seule L pour appeler L, boucle de l'enfer et l'avenir de la liberté. Pour rappeler la tentative de son envol. Son goût pour lui la fait virevolter. Cette pierre dessine un looping au plus proche du sol qui met en plein milieu du trajet la tête à l'envers, en suspens. Oui, c'est la lettre E, en hésitation de partir en arrière. Et le E de l'esprit qui fait retomber à terre comme celui qui fait retomber toujours le chat sur ses pattes, le chat qui est pourtant privé de cette lettre. Passer les obstacles par le pont, par le N. Passer au-dessus pour laisser couler la rivière de haine. N-O-N. Envers toi, tu t'essouffles de haine. D'ailleurs, si tu passes par le pont, tu ne percutes pas du C percussif, la connaissance. Mais tu accèdes à son atténuation. Voyelle faible derrière, comme on le dit en langue française, le E de l'émotion en suspens de nouveau. Dernière syllabe, S, qui fait prolonger le mot en écho qui ricoche lui aussi. Résonner en son sournois plutôt que de claquer la porte pour passer à autre chose ou de faire voler en éclats. Ainsi règne dans le temps et dans l'espace la violence. Mais voici le trajet d'une roche impulsée par le I et anime le mot violence et réduit à néant le silence qui pesait sur lui. Merci à Camille Tonnerre pour cette création originale. Alix, Laurel, quand nous écoutons le poème qui vient de nous être proposé, nous pensons à votre œuvre, dans laquelle une forme de violence se dissimule également. Vous venez d'ailleurs d'un milieu dans lequel vous avez dû être confronté à cette notion peut-être, puisque vous avez travaillé dans le domaine médico-social, avant de devenir poétesse. Ici, le territoire de la violence dépasse la frontière sociale pour s'immiscer dans l'intimité. C'est peut-être sur ce point-là que tu voulais pointer, Romy ? Oui, tout à fait.
la question de la violence, on la sent particulièrement dans cette écriture soucieuse du détail, une écriture contre l'oubli et qui est mimée contre l'absence, mimée par la page, par les pages blanches, par ce blanc poétique. J'ai pas tout à fait cerné la question. Si tu veux dire que l'usage de la mise en page dessert pourquoi il y a apparaître la autant de violence. blanc poétique? Je pense que c'est beaucoup une question de rythme. C'est un texte que j'ai écrit à haute voix et il n'y a pas de ponctuation, quelques points qui se sont perdus, mais c'est surtout un texte qui utilise la page pour se rythmer lui-même, les retours à la ligne et les espaces blancs. Et oui, je pense qu'il y a aussi un côté pour mettre vraiment en valeur certains passages et rendre un peu de la violence de certains vers en les mettant en lumière, en les mettant en valeur au milieu d'une page. En fait, pour que le propos, si on peut parler de propos en poésie, quel est-il dans votre livre, Alix? C'est une bonne question. Oui, c'est difficile. Ouais, hein. C'est une question facile, difficile, mais je pense que ça peut éclairer pour après. En fait, entrer dans le livre. c'est un livre qui est né d'un travail assez beaucoup plus dense. Il y avait beaucoup plus de matière poétique que ça. Et j'ai travaillé pour la manuscrit du prix de la vocation, donc je savais aussi qu'il y avait un format à respecter. Et à la base, en Faut-il des murs pour faire une maison, c'était une de mes parties. Et c'était un texte avec 3 questions. Et ça, c'était la dernière partie, donc la dernière question. Et les autres, c'était plus sur le corps, c'était plus engagé dans ma vie actuelle. Et ça, c'était plus dans mon passé. Donc ça parle du deuil de mon père qui est décédé il y a quelques années maintenant. Et il fallait faire un choix, il fallait faire du tri. Et c'est vrai que c'est ça qui s'est imposé. Enfin, c'est ces parties-là qui ne parlaient pas vraiment de ce sujet, qui ne parlaient pas vraiment de cette perte, mais qui se sont un peu imposées, qui se sont un peu alignées finalement. Et il y avait un rythme, il y avait un souffle, il y avait comme quelque chose qui appelait, qui s'est imposé d'une certaine façon quand il a fallu trier tout le texte que j'avais. Et oui, c'était un propos, du coup, je l'avais pas choisi, quoi. Je me suis rendu compte que ça parlait de ça en l'écrivant. En fait, au début, j'avais un texte, donc là, c'est un seul poème qui se lit d'une ligne. J'avais des textes avec des parties, mais aussi des titres. Et à un moment, je me suis dit, mais ça m'emmerde. Et j'ai tout viré, j'ai enlevé tous les titres et je me suis mis à faire un montage de tous ces fragments. Et ça, je trouvais que c'est apparu qu'il y avait un déroulé, il y avait quelque chose, il y avait un fil à suivre. Et le sens s'est apparu en même temps, en fait. Finalement, c'était pas prévu, j'avais pas envie de parler de ça, j'avais pas envie de parler de deuil, j'avais pas envie de parler de ma famille, en tout cas pas de moi non plus. Je voulais parler plus au nom d'un plus grand nombre de choses plus actuelles dans ma vie. Et puis voilà, le texte. Oui. Mais ce que vous dites est tout à fait éclairant parce qu'à la lecture, d'emblée, on est saisi par une forte émotion, comme si, évidemment, on sent qu'il y a un deuil, on le sent, ce n'est jamais nommé, et on le vit avec vous. Donc, ce que vous dites de la technique qui a été employée, on le ressent en tant que lecteur. Donc, c'est pour ça qu'on a les propos. En tant que lecteur, on avance avec vous, avec une langue extrêmement ciselée, mais d'une grande, très belle simplicité. Vraiment, une très belle simplicité. Et la magie de la littérature opère. C'est-à-dire qu'on vous suit, on est ému, on ne sait pas pourquoi. C'est extraordinaire, quoi. Là, on ne sait pas pourquoi. Mais après, évidemment, il y a certains indices qui nous aident. Et on pense beaucoup, avec le titre, moi je pensais beaucoup à la maison, faut-il des murs pour une maison. En anglais, the house et the home. Home, c'est un lieu de vie, et house, c'est des briques. Et vous, justement, c'est un lieu de vie qui a été déserté. Oui, qui est questionné, quoi. Finalement, ça parle. Et là, pour le coup, c'était
ça aussi, c'est vraiment apparu dans le texte, mais il y a beaucoup de sensations de moi, ma maison d'enfance, enfin la maison dans laquelle j'ai vécu avec mon père et le reste de ma famille. Et c'est une maison qui a énormément changé en fait avec son décès. Et d'une façon qu'on ne pouvait pas prévoir, mais il y a voilà, quand même quelque chose de prendre soin de ce lieu. Enfin, beaucoup de choses se sont jouées finalement avec... se sont vues dans la maison alors qu'il y avait énormément d'autres impacts dans nos vies. Et finalement, c'est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup marqué de constater ça. Et oui, il y a beaucoup de sensations de la maison et finalement, ça dit beaucoup de comment on se sent, qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Et c'est un texte qui est habité, justement, très habité. Alors justement, il est habité par un imaginaire. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Évidemment, il n'y a plus l'humain, mais on sent un texte habité. Et ce que on sent une volonté de sauvegarder des souvenirs d'enfance qui commencent à vous échapper. Oui. Mais ça, c'est assez fou. Enfin, c'est vraiment le cadeau de ce texte. À la fois, il y a une bascule dans l'émotion que je n'ai pas du tout maîtrisée et qui, moi, me fait... Bon, c'est un texte difficile, là, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, ça commence à faire beaucoup. Parce que ça me renvoie beaucoup à ce chagrin, même si je suis OK avec ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour ça. Et il y a beaucoup de sensations de cette maison, de mon enfance. Et c'était pas prévu finalement, elles étaient là pour raconter l'histoire, quoi. Comme si c'était plus facile pour moi de venir chercher dans la sensation une façon de parler des choses que dans l'explicite, quoi, finalement. Enfin, c'est une autre façon de l'évoquer, quoi. Avec beaucoup de pudeur, hein, et on voit aussi là la force de la littérature, c'est-à-dire que on ressent, on est dans l'empathie. Et il n'y a pas les mots pour le dire non plus. Hein, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les mots vont nous saisir dans cette maison, mais il n'y a pas concrètement je suis malheureuse ou tu me manques. Contrairement à d'autres publications, on va dire, qui polluent un peu le champ littéraire, on peut le dire. Donc bravo à toutes les deux dans ce sens-là, parce que il y a une écriture du fragment, il y a une écriture de la greffe, comme ça, qui est un vrai travail de littérature qui nous touche nécessairement. C'est très encourageant, ça. Donc, vous avez enlevé les titres de certains poèmes, mais vous avez sauvegardé celui-là. Donc, faut-il des murs pour faire une maison? Le titre est particulièrement intriguant. Pourquoi des murs? Moi, je dirais, faut-il des mots pour faire une maison? Et vous avez bien réussi. Hein. C'est gentil. Ouais, je crois que le mur, c'est un truc qui me parle beaucoup. Ça m'intéresse de parler de matière. Je trouve dans la même logique que de parler de sensations. Et la brique, le mur, c'est ce qui tient. Au début, il y avait plusieurs textes qui utilisaient le terme de mur porteur. Et ça, j'ai enlevé ça, mais c'est vraiment une image qui me marque du mur qui va tenir la maison, qui va tenir la famille. Le mur rempart, vous le dites dans un passage. Oui. Et puis, dans cette idée que ça parle d'une limite, ça parle de faire une séparation entre 2 espaces. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, parce que cette maison, c'est à la fois la famille qui protège et qui contient, mais aussi ça dérive finalement, parce qu'il faut réussir à se sortir de là. Enfin, c'est un peu la fin du texte. Et la maison peut aussi empêcher d'aller vers l'extérieur, empêcher de passer à autre chose et métaphoriquement de rester connecté au reste du monde. Et quand on est très triste chez soi, dans sa maison, finalement les murs sont aussi... protecteurs. Ouais, mais peuvent restreindre, peuvent empêcher d'aller ailleurs, quoi. C'est intéressant que vous parliez d'épure parce qu'on le sent, effectivement. Alors là, il n'y a pas de gras, hein. Il n'y a pas de graisse du tout. Hein. Il y a quelques mots, comme justement quelques briques qui sont posées et auxquelles on se raccroche, nous, lecteurs. Et ça c'est éminemment encourageant pour la lecture et la littérature en général, à savoir qu'on n'a pas à expliciter, on a parfois juste à être dans un état, comme on dit, un état de jeu au théâtre. Là, c'est un état d'écriture et que vous nous communiquez, en fait, en tant que lecteur. C'est-à-dire qu'on se sent comme vous, enfin, dans une grande tristesse, et en même temps, c'est toute cette tension entre le cathartique et puis l'empathie. Ouais, moi, j'étais surprise aussi de ça, de me rendre compte qu'il en fallait peu, finalement, pour donner
retranscrire quelque chose. Mais le juste, quoi. Ouais. Les questions aident beaucoup aussi. Je trouve qu'elles ouvrent vraiment sur... elles vont chercher chez chacune quelque chose. Et il y a pas mal de questions dans ce texte. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les questions. C'est des vrais outils que moi, je ne soupçonnais pas en poésie. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir... Vous êtes toute jeune, Oui. Vous n'êtes pas apparemment... Donc vous avez travaillé dans le médico-social, Ouais. donc et tout à coup vous publiez votre premier recueil de poésie et vous avez ce merveilleux prix, quand même, qui est le prix de la vocation. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'était incroyable. Hein. C'est incroyable, oui. C'est une belle expérience. Oui. Et puis je ne sais pas si je l'aurais fait sans ce prix, dans la mesure où je faisais rien lire, très très peu, jusqu'à ce que ça précipite un peu le fait d'accepter qu'un texte prenne un peu son indépendance, d'assumer ce qu'on écrit, etc. Mais oui, ça a été finalement très rapide et une vraie chance. Et ça vous donne envie de continuer? Ah oui, là... Vous continuez? Ouais. Il y aura les 2 parties là qui ont été... Il y aura une des 2 parties dans un certain temps. Vous recyclez? Il y a encore des choses à dire, quoi. J'imagine. Mais Vous avez oui, je une continue prédilection plutôt sur le roman, là. Vous avez une prédilection pour la forme poétique ou vous envisagez d'autres... J'aime bien. Après, là, je viens de terminer un roman qui est une fiction, donc c'est assez différent de cette écriture très intime et très très proche de ma vie. Il sera disponible aux éditions du Chêne? Non, au Castor Astral. D'accord. À la rentrée. Et c'est un roman en vers libre, donc c'est vrai que c'est toujours la poésie. Et je suis assez fan de ne pas avoir à subir la ponctuation. Et la mise en page, ça fait vraiment partie de ce qui me plaît dans le travail d'un texte, parce que ça permet de le mettre tout de suite dans une dimension orale et visuelle aussi. Et ça, en poésie, c'est très libre et c'est très toléré. Là où dans le roman, en prose, ça se fait moins, même si ça commence à se faire un peu. Voilà, donc oui, une prédilection plutôt pour la poésie dans ce sens-là. Géraldine, tu nous reviens de Rouen et apparemment tu as un coup de cœur de Oui, Rouen. on va finir par un coup de cœur parce que pour moi, la littérature, elle est essentiellement au présent. Et alors, je vais vous parler d'un livre parce que j'allais effectivement passer le week-end à Rouen, voir le Caravage au Musée des Beaux-Arts à Rouen, et j'étais sur les traces de Annie Ernaux, puisque Annie Ernaux est native de Rouen. Elle a écrit très bien sur la ville. Et puis, j'ai lu donc Édouard Louis, Monique s'évade, qui est un héritier direct d'Annie Ernaux. Alors, on l'a connue, Monique, on la connaît, mais on a connu Édouard Louis il y a 10 ans maintenant pour son premier livre qui a été un gros succès littéraire qui s'appelait Pour en finir avec Eddie Bellegueule. C'est quelqu'un qui a régler ses comptes avec ses origines modestes et qui à partir de là fait partie maintenant, donc qui se revendique un héritier d'Annie Ernaux, Didier Ribon, etc. Et à partir de là, il a été taxé avec d'autres de transfuge de classe. C'est un terme qu'on emploie maintenant pour désigner quelque chose qui existait avant, mais depuis Annie Ernaux, Édouard Louis, un terme qu'on emploie pour signifier tout simplement qu'on écrit et on s'autorise à écrire, alors que rien dans son passé et ses origines extrêmement modestes ne nous destinait à la littérature, à l'écriture. Ce sont des maisons où il n'y a pas de livres. Et tout à coup, Édouard Louis a montré, et donc il a été un modèle de transfuge de classe, Annie Ernaux aussi, bien sûr, et d'autres, Nicolas Mathieu, qui se revendiquent également de ce terme transfuge de classe. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que... parce que maintenant, ça devient presque une identité et presque un élément de langage pour se vendre. On est transfuge de classe. On raconte son itinéraire, donc il est intéressant de voir... Et j'en arrive au second livre, qui est un essai qui est écrit par Laëlia Véron et Karine Abiven, qui s'appelle Trahir et venger. Donc là, c'est un essai qui questionne justement la notion de transfuge de classe et qui va jusqu'à dire, mais après tout,
à qui ça sert, à quoi ça sert encore la littérature, hein. En gros, les transfuges de classe, c'est une écriture blanche, c'est refuser les effets rhétoriques, les métaphores, etc., pour coller au plus près du réel, hein. C'est ce que fait Édouard Louis dans son livre. Il raconte l'évasion de sa mère, qu'il appelle un soir où il est en résidence d'écrivain à Athènes. Sa maman l'appelle en larmes et lui dit « Voilà, je ne te l'ai pas dit, mais ça fait quelques années maintenant que l'homme avec qui je vis me menace, m'insulte grossièrement tous les soirs parce qu'il est ivre. » Monique, la maman d'Édouard Louis, a vécu et reproduit ce scénario avec les hommes avec qui elle vit. Et là, Édouard Louis, à distance, va programmer son évasion. C'est-à-dire qu'il va l'aider à fuir, il va aider sa mère à fuir ce contexte toxique. Il a même envisagé à un moment, parce que donc pour fuir, une femme comme Monique, pour fuir, elle a besoin d'argent. Et il a cet argent maintenant, lui, parce qu'il en gagne beaucoup avec ses livres. Paradoxe un peu. Il a même envisagé pour ce livre de ne faire figurer aucun texte, sinon des factures qui sont le prix de la liberté, c'est-à-dire un frigidaire, un four, un canapé, etc. Il avait envisagé à un moment par provocation, c'est là qu'on voit jusqu'où la littérature de transfuge de classe est intéressante, c'est-à-dire plus de littérature, quoi, la mort de la littérature. C'est de l'ordre de la performance, on donne les factures mais on ne commente pas. Bon, il a changé d'avis. Et ce qui est intéressant avec ces deux essayistes, c'est qu'elle pose la question de ces enjeux collectifs, de ces transfuges de classe, en disant, maintenant, ils servent qui? Parce que c'est très politique. Est-ce qu'ils servent la droite? Parce que la droite se réfugie en disant, vous voyez bien que c'est possible, même avec un passé de miséreux, de gueux, on peut écrire. Et même, on est premier. Voilà. Donc la droite récupère. Et la gauche récupère elle aussi en disant, vous voyez quand même justement à quel point cette littérature a une valeur de dénonciation du système capitaliste qui broie les autres écrivains. Donc il y a toute une réflexion passionnante sur cette notion de transfuge de classe, sur la naissance aussi. Est-ce que Balzac, quand il écrit Les Illusions perdues, n'a pas mis en scène le premier transfuge de classe? Est-ce que Maupassant, dans Bel Ami, c'est pas le premier transfuge de classe? Et à qui ça sert aujourd'hui de travailler ce type de notion et de la déployer? Merci Géraldine pour ce coup de cœur. Je rappelle que Monique s'évade d'Édouard Louis est publié aux éditions du Seuil et que l'on peut retrouver Trahir et venger de Léa Véron avec Karina Biven aux éditions de La Découverte. Notre émission touche désormais à sa fin. Je remercie particulièrement nos autrices pour leur présence, leur disponibilité et leurs précieux commentaires. Vous pouvez retrouver le livre de Fanny Garin et Alix Leral en librairie et à la BUSHS. Je remercie bien évidemment nos deux chroniqueuses, Romy Cla et Géraldine Serbourdin, donc pour lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de ces livres aux éditions Jacques Flamand et Allons d'édition. À la rédaction de l'émission, Romane Lambert et Poirava Ruiz. À la réalisation de l'émission, Perrine Le Frileux et Benoît Ricbuch. Au son, Thierry Darnois. À l'organisation, à la production, la BUSHS. Et je remercie tout particulièrement Corinne Demunin, Sylvie Damani, Angela Debac et Antoine Matrion. À la technique, Alexandre Lagache. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Mais avant de vous quitter, je laisse la parole à Laure Delru, directrice adjointe du SC de l'Université de Lille. À bientôt. La Bibliothèque des sciences humaines et sociales de l'Université de Lille, actuellement dans ses locaux provisoires jusqu'à la rentrée 2026, est heureuse d'accueillir, de soutenir et de s'associer aux différents rendez-vous proposés par la compagnie 8 autour du texte théâtral, de la poésie et du conte. Venir à la rencontre des auteurs, écouter leur voix, pouvoir les entendre évoquer leur processus de création, c'est un petit peu comme si les rayonnages de cette bibliothèque s'animaient et entonnaient une polyphonie sous la bienveillante houlette d'un chef de chœur. La bibliothèque achète, prête et met en valeur des livres, beaucoup de livres, depuis le manuscrit médiéval jusqu'au dernier manga. La lecture de certains d'entre eux relève de la prescription, revêt un caractère obligatoire et fait partie du cursus des étudiants. Mais notre conviction de bibliothécaire, c'est qu'ils sont là aussi pour éveiller la curiosité, l'envie, pour donner à penser et pour bousculer les idées préconçues et prêtes à l'emploi. La masse de nos collections permet à tout lecteur de se représenter une généalogie des textes, de mettre en scène des dialogues entre les auteurs, toute chronologie abolie. Les éditeurs
de poésie et de théâtre accomplissent un magnifique travail d'accompagnement des auteurs, de sélection des textes et de valorisation des créations plurielles des artistes contemporains. Dans la mesure du possible, la bibliothèque s'efforce de proposer ces textes, de mettre en avant la création littéraire régionale et l'édition régionale. Et cette invitation scène libre fournit une merveilleuse occasion aux étudiants de l'université de s'ouvrir à la création littéraire et de présenter leurs propres travaux.